Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des premiers ordinateurs. Avant d'entamer ce sujet, on peut poser la question, qui a inventé l'ordinateur? Par exemple, dans les inventions de l'antiquité du calcul ou bien de la machine de mécanique, par exemple, la Pascaline, elle est inventée par Pascal. Et aussi, on a la machine de William Shepard. Chaque invention, il a un inventeur. Mais pour dire qu'un ordinateur il est inventé par une certaine personne, donc ici il faut premièrement prendre un peu de distance à cette question piège. Parce que pour fabriquer un ordinateur, on a besoin de plusieurs disciplines, parmi lesquelles il y a les mathématiques, il y a la physique, la chimie, l'électronique. Donc, beaucoup de sciences ont été collaborées entre eux pour nous donner l'ordinateur. Et aussi, on voit bien que il n'y a pas une seule personne qui a inventé une machine à calculer qui ressemble à l'ordinateur d'aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a une succession d'inventions. Chaque invention est une modification ou bien un ajout, une amélioration de l'invention précédente. Donc c'est pour cela, puisque c'est un objet complexe et dans plusieurs disciplines ont contribué à sa création. Alors, cette question n'a pas de sens parce qu'il y a une série de mariages, de concepts et de technologies, de combinaisons intelligentes effectuées sous la pression, bien sûr, de la guerre qui a donné la naissance de l'ordinateur. En 1940, on a le professeur de physique John Atanasoff qui a construit à l'aide ou bien avec l'aide de son étudiant Clifford Beery un calculateur binaire nommé ABC. Donc c'est une machine à base de tubes électroniques. Donc ici on voit bien le début de l'ère de l'électronique. Alors cette machine-là, elle contient des circuits logiques et une mémoire à base de condensateurs. Donc ici, il faut souligner circuit logique et condensateur. Mais cette machine-là ne peut que résoudre des systèmes d'équations linéaires et n'est pas programmable. Donc on trouve l'image de cette machine dans la figure 13. Dans la même année, on a l'ingénieur Konrad Zuse qui a imaginé un calculateur binaire qui pourra effectuer des longs calculs répétitifs. Son premier modèle Z1 fonctionne mal, c'est pour cela qu'il a conçu un deuxième module ou bien avec des relais de téléphone Z2. Mais toujours ici, on voit bien qu'il y a un problème parce que toujours on a des personnes qui sont en train d'inventer. Donc, ces personnes-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour trouver quelque chose de très performant. Alors, c'est pour cela que Zeus, il a développé un modèle plus ambitieux, mais puisqu'il était financé par le côté militaire, le Z3 développé, il est resté un secret. Alors le Z3 il pèse une tonne, il consomme plus de 4 kW, sa mémoire de travail contient 64 mots de 22 bits et sa cadence est à 5,3 Hz. Alors et après il vient le Z4 qui est une amélioration de Z3. Donc ici on voit bien le Z4 il est très très grand. Et même si sa mémoire était petite pour cette époque-là, donc c'est déjà un progrès, c'est déjà quelque chose de très bien. Alors donc ici, on voit bien que les collaborations commencent. Donc en 1944, il y a IBM, la société ou bien l'entreprise IBM et l'université de Harvard. Ils ont construit pour la marine américaine le Harvard Mark I. Donc c'est le Mark I, c'est un gigantesque calculateur décimal. Il est utilisé certes pour des recherches militaires à la fin de la guerre. Donc c'est le plus gros calculateur électronique jamais assemblé
Donc, IBM après, il a construit le SSEC 200, le SSEC en 1948. C'est 250 fois plus rapide que le Mark I. Alors, ces deux machines-là, elles permettent un apprentissage de techniques de programmation. Alors, toujours, ces machines-là, elles sont très gros. Donc, ça reste pour la recherche scientifique. Donc, ils n'ont pas encore inventé quelque chose personnel, comme ce qu'on trouve maintenant le PC ou bien le personal computer. En 1945, donc il y a Jean Moseley et Presper qui ils dirigent la construction de l'ENIAC à l'Amour School of Electrical Engineering. Alors, ce calculateur, il pèse 30 tonnes, il mesure 24 mètres de longue, donc il est très grand. La programmation se fait par câblage avec des fichiers et des connecteurs à brancher pour chaque nouveau traitement. Donc, toujours, ce n'est pas vraiment... on peut dire que ce n'est pas facile d'effectuer des calculs. Si vous avez vu déjà des films documentaires d'avant, c'est-à-dire pour téléphoner par exemple à partir d'une ville X à une ville Y. Donc, on a premièrement besoin de détacher un fil de l'entrée consacrée à cette ville et le mettre dans l'entrée consacrée à la ville suivante. Donc, c'est un travail qui est un peu difficile parce qu'on a besoin à chaque fois qu'on va programmer de déplacer les fils. Mais c'est toujours, ça reste un progrès dans cette époque-là. Donc, en 1945, donc on revient toujours à Van Neumann. Alors, Van Neumann, il participe aux réunions pour réfléchir aux améliorations possibles qu'on peut faire à l'ENIAC et la définition d'un nouveau projet l'EDVAC. Alors, donc, Van Neumann, il reprend les idées déjà exprimées par Eckert et Moseley. Donc, ici, il y a et il a développé des nouveaux concepts en se basant sur ce qui était déjà dans l'histoire. Alors, et aussi, il s'est basé sur les rapports du concept de machine universelle évoqué par Alan Turing pour sortir avec un document connu par le nom du rapport de Van Neumann. Donc, il décrit dans ce rapport une machine entièrement nouvelle par sa conception fondamentale. Une machine qui contient un processeur, une mémoire et des dispositifs d'entrée-sortie. C'est pour cela qu'on dit que les ordinateurs actuels, ce sont des machines de Van Neumann. Leur architecture se base sur l'architecture de Van Neumann. Donc, on est arrivé à l'ère des gros systèmes qu'on va voir, Inch'Allah, dans la vidéo suivante.